Le média à la place de CNews ou BFM? Oui ou non? Rendez-vous sur tnt.lemediatv.fr. Il y a une certaine gauche qui a voté ces lois qui est en train de renaître. En Italie, ils ont distribué des bons à travailler, des bons d'1 heure. Ils ont distribué des millions. C'est-à-dire que quelqu'un va travailler en fonction de ce dont l'entreprise a besoin. Donc 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Parce que si on distribue des bons à travailler, c'est qu'on n'a pas besoin de quelqu'un pour à plein temps. Donc on le prend comme ça en plus. Et ben ces gens-là sortent du chômage. La réalité, c'est quoi? C'est une étude de Pôle emploi qui l'a dit. 90% quasiment des gens cherchent activement un emploi. C'est une proposition qui est clairement idiote. C'est purement comptable et purement théorique. Bonjour tout le monde, vous le savez, nous avons déposé le 15 mai dernier notre dossier auprès de l'Arcom pour diffuser sur l'un des 15 canaux TNT remis en jeu pour 2025. Ils viennent de nous informer que notre candidature était recevable. Vous avez bien entendu, notre dossier est suffisamment sérieux pour passer au second tour des sélections. Le média fait partie des 25 candidatures retenues pour être auditionnées cet été. Oui, 25 candidatures pour 15 fréquences en jeu. Tout est possible, c'est historique. Jamais un média indépendant et populaire qui n'est détenu ni par l'État ni par un riche actionnaire n'a été aussi près d'arracher un canal aux milliardaires. Les canaux de C8, CNews, BFM ou encore LCI sont en jeu. Nos techniciens, nos journalistes sont prêts. Notre petite équipe n'attend plus que le feu vert de l'Arcom et votre soutien, celui de milliers de citoyens. Sans vous, nous ne pouvons pas imposer un rapport de force. Le dépôt de ce dossier serait vain. Tout est entre vos mains pour faire un don défiscalisable et permettre aux médias de révolutionner le petit écran. Rendez-vous sur tnt.lemediatv.fr. Donnez-nous les moyens de créer ensemble la télé libre et engagée du futur, la télé de ceux qui ne la regardent plus. Pour nous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Instant Porcher. À l'heure où l'on est assommé par les discours de toutes parts, il est bon de se poser, faire le tri et décrypter. Bonjour Thomas. Salut Lisa. Alors avec toi aujourd'hui au programme, arrêt maladie, chômage, c'est encore l'heure des économies et de raboter des droits pour le gouvernement. C'est parti. Ne plus indemniser les arrêts maladie de moins de 8 jours ou augmenter les délais de carence de 3 à 7 jours, voici les préconisations de la Cour des comptes dans son dernier rapport pour faire des économies sur le budget de la Sécu. Les dépenses liées aux arrêts maladie sont passées de 8,2 milliards en 2017 à 12,6 milliards en 2022. La Cour des comptes a livré des recommandations donc pour faire des économies, ne plus indemniser les arrêts de travail de moins de 8 jours pour économiser 470 millions d'euros. La carence de 3 à 7 jours pour 950 millions. On parle aussi d'un jour de carence d'ordre public, il ne serait pas pris en charge par l'employeur, ou encore une réduction de la durée maximale d'indemnisation de 3 à 2 ans. La Cour des comptes disait avec ça des économies entre 500 millions et 1 milliard d'euros par an. Et la Cour des comptes parle aussi de l'hôpital public avec la volonté de réduire les dépenses, toujours en évitant les séjours trop longs ou ceux évitables des plus de 75 ans. Alors pourquoi les dépenses liées aux arrêts maladie ont-elles augmenté? La Cour des comptes donne plusieurs éléments, comme l'a montré Nicolas Da Silva, économiste et auteur de La bataille de la Sécu. D'abord, le montant moyen des indemnités est calculé sur le salaire qui ont augmenté avec l'inflation, sans oublier les départs à la retraite repoussés. À prendre en compte aussi l'augmentation de la population active, les indépendants et les libéraux qui ont rejoint le régime général, ou encore les arrêts Covid avec des dérogations pour les personnes vulnérables et la suspension de la limite du délai d'indemnisation pour les maladies de longue période. Au final, c'est pour 856 millions d'euros qu'on ne serait pas expliqué sur plus de 4 milliards d'augmentation, sachant que la population vieillit et la santé mentale des Français se dégrade. Gabriel Attal a affirmé qu'il n'était pas obligé de suivre la Cour des comptes, mais Bruno Le Maire avait déjà parlé de l'augmentation des jours de carence. Thomas, qu'est-ce que tu penses de cette proposition de la Cour des comptes visant à allonger le délai de carence, ne plus indemniser l'arrêt maladie? Je la trouve scandaleuse. Déjà, moi, sur ce que fait la Cour des comptes, normalement, elle doit évaluer où en sont les comptes de la sécurité sociale, de l'assurance maladie et autres, mais elle ne doit pas avoir un rôle politique. Or, depuis plusieurs années, la Cour des comptes a un rôle politique avec une vision néolibérale. Ça a été traité par un certain nombre de professeurs dans un très bon livre, d'ailleurs, qui disait que l'orientation de la Cour des comptes était constamment libérale. On s'en prend tout le temps aux services publics, aux prestations sociales, aux fonctionnaires de catégorie C. Et c'est assez... et je veux dire, là, elle dépasse clairement pour moi le cadre qui est juste de faire un état des lieux des comptes et de voir ce qu'il en est. Et après, par exemple, il y a des choix politiques à faire. Par exemple, au début, elle commence par les déficits de la sécurité sociale, tu l'as bien rappelé. Déjà, à chaque fois qu'il y a une crise, il y a un déficit de la sécurité sociale.
parce que vous avez plus de chômage, donc moins de rentrées, et puis plus de sorties. Il y a toujours un déficit. Et puis ce déficit met un certain temps à se rembourser. Il y a eu ce déficit en 2008, puis ça s'est remboursé sur une dizaine d'années, notamment à cause des politiques d'austérité, ça aurait pu être plus rapide. Et là, il y a eu un très fort déficit en pleine crise du Covid. En même temps, c'était une pandémie. Et puis là, c'est en train de se redresser. Alors, peut-être pas assez vite pour la Cour des comptes, mais c'est en train de se redresser. Donc, il ne faut pas, sur une photographie d'une année, prendre des mesures qui vont, encore une fois, impacter probablement les plus fragiles. Qui va subir en premier les impacts de ce genre de mesures ? Alors, il y a un certain nombre de personnes dont l'entreprise ne prend pas en compte ce délai de carence qui vont être impactées. Aujourd'hui, dans les grosses boîtes, la majorité des grosses boîtes, ces délais de carence sont pris en compte par la boîte. D'accord ? Mais il y a quand même un tiers des salariés qui sont des petites PME ou parfois dans des boîtes qui s'appuient sur un travail avec un fort turnover et qui n'y a aucune raison de fidéliser ces salariés qui, elles, ne prennent pas en compte ces genres de carences. Donc les plus impactés vont être les emplois les plus précaires. C'est toujours la même chose, pas les emplois de cadre dans des grandes boîtes où on voit sur le long terme, on veut fidéliser son salarié. C'est les emplois précaires. Et c'est très idiot parce que c'est des gens, en fait, si on ne prend pas en charge déjà leur journée de carence, qu'est-ce qu'ils font ? Il faut vraiment qu'ils soient très, 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 très malades pour ne pas aller travailler. Et vous voyez, et là, quand on augmente ça, ceux qui sont en turnover, beaucoup plus précaires, ce sera plus 3 jours, mais ce sera 8 jours. Alors la Cour des comptes a dit non, c'est pas ce qu'on avait dit, c'est pas ce qu'on veut en fait. Alors c'est très marrant parce qu'ils ont fait une proposition politique, mais là ils reviennent dessus. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit, c'est qu'on voudrait que ce soit plus l'État qui prenne en compte ces jours-là, mais les entreprises. Mais là, pareil, ça laisse un effet pervers parce que c'est au choix de l'entreprise de le faire. Et si un jour elle veut plus le faire, elle ne le fait plus. Donc parfois elle va le faire, comme c'est le cas aujourd'hui dans 2 tiers des salariés, mais sur un tiers, ça n'est pas le cas. Et ces 1 tiers-là sont les plus précaires. Donc ça va renforcer la situation de précarité de ces gens-là face à la maladie. Et aller au travail malade, ça peut aussi créer des conséquences pires après. Bien sûr, et ça, on n'a vraiment rien appris du Covid. C'est-à-dire que si si quelqu'un qui est cuisinier qui vient avec la gastro, il a de fortes chances de la transmettre à ses clients ou à ses collègues. Ou si quelqu'un vient malade avec une grippe, une secrétaire médicale qui vient avec une grippe, c'est pas la chose la plus intelligente. Donc les maladies se transmettent. On l'a vu avec le Covid, les maladies se transmettent. Donc quand quelqu'un est malade, il vaut mieux qu'il reste chez lui, qu'il se repose et qu'il revienne quand il est plus contagieux. Et même, il y a énormément d'accidents du travail. Je pense que quelqu'un qui est sur un chantier en étant très malade, et il augmente son risque d'accident. Et donc, c'est une proposition qui est clairement idiote. C'est purement comptable et purement théorique. Mais face à la réalité du terrain, c'est beaucoup plus compliqué. Quelqu'un qui est très malade, on va souvent lui dire même de rentrer chez lui. Voilà. Et là, on va l'inciter, plutôt qu'il se repose et qu'il soit payé, on va l'inciter à venir en étant très malade. Et c'est d'autant plus, moi je trouve, hypocrite de la part de la Cour des comptes de proposer ce type de mesures, alors que même eux n'ont pas d'obligation réelle de présence. Vous savez, ils sont un peu comme des enseignants-chercheurs, c'est-à-dire que s'ils sont malades, ils travaillent chez eux, comme une grosse partie des cadres, et il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup d'emplois aujourd'hui, et nous l'avons vu encore pendant le Covid, où il y a des obligations de présence, où les gens ne peuvent pas faire du télétravail. Et là, inciter des gens malades à venir, c'est leur faire prendre un risque pour eux, mais aussi un risque de transmission pour les autres équipes, ce qui, au final, serait pas, d'un point de vue purement même économique, ne serait pas très bon pour la boîte. Surtout qu'il y a aussi le fait qu'on met tellement la honte, soit sur ceux qui sont malades, soit sur les chômeurs, on le dira après, que les gens se forcent à aller au travail, délai de carence ou pas délai de carence. Ouais, tout à fait. Et surtout que ce sont les travailleurs les plus précaires. Ceux qui se disent que voilà, c'est déjà ceux qui ne sont pas pris en charge par leur entreprise, et c'est souvent ceux qui sont en situation précaire. Donc le fait d'augmenter ce délai de carence, on tape directement, mais ce n'est pas une nouveauté de la part de la Cour des comptes, et ce n'est pas une nouveauté de la part d'une partie du gouvernement de se dire que ce serait peut-être une piste à suivre. On tape sur les plus fragiles et les plus précaires. On ne tape pas sur le cadre qui est dans une grande boîte avec ses délais de carence qui sont pris en charge par l'entreprise parce qu'elle a tout intérêt à le fidéliser. Et d'ailleurs, ce cadre, parfois, il dit « oui, je suis malade, je reste à la maison, je fais du télétravail », on va lui dire « oui, c'est OK ». Dans beaucoup de types de travail, ce n'est pas possible à faire, donc on va impacter toujours les mêmes. Oui, avec encore cette idée reçue de la fraude, etc., alors que les chiffres montrent qu'il n'y a pas tant de fraude que ça. Déjà, une petite partie des arrêts maladie
en fait, sont une grande majorité, quasiment 50% des dépenses. Donc là, on parle d'arrêt maladie grave, sérieux. Après, ce que nous dit avec à demi-mot la Cour des comptes, c'est qu'il y aurait des arrêts maladie de complaisance. Donc il y a une remise en cause après du travail du médecin. Bon, si on rentre là-dedans, ça risque d'être compliqué. Je ne pense pas qu'on demande de bon cœur un arrêt de maladie. Mais il y a toujours cette idée qu'il y a des gens qui profiteraient du système. Quand bien même on prouverait par les chiffres, et on le fera avec l'assurance chômage juste après, que les chiffres démentent ça et qu'il s'agit toujours d'une infime partie qui profite de ça. On veut remettre en cause tout le système pour cette infime partie, parce que le seul but de tout ça, et nous l'avons dit à plusieurs reprises ici, c'est juste de faire des économies. Voilà. Le gouvernement de Gabriel Attal prépare une énième réforme de l'assurance chômage, a détaillé le Premier ministre dans la Tribune dimanche. Pour toucher le chômage, il faudra avoir travaillé 8 mois sur les 20 derniers mois, quand avant c'était 6 mois sur les derniers 24 mois, et encore avant la réforme de 2019, 4 mois sur les 28 derniers mois. La durée de chômage va passer de 18 à 15 mois et qui avait déjà été rabotée car c'était 24 mois avant. Le gouvernement aussi avait mis en place l'année dernière son principe de contracyclité qui prévoit de réduire la durée d'indemnisation en cas de conjoncture favorable, soit un taux de chômage en dessous de 9%, et l'augmentation de la durée si le taux de chômage est haut, il est actuellement de 7,5%. Le gouvernement annonce renforcer la modulation si le taux de chômage descend en dessous de 6,5%. C'est bien pratique si l'on exclut les gens des conditions pour être chômeur, bien évidemment. Gabriel Attal justifie ce durcissement de l'accès à l'indemnité chômage par la poursuite de la recherche du plein emploi et la volonté de valoriser encore plus le travail. Le chômage français, le chômage de masse n'est pas une fatalité. On le voit au niveau national, le taux de chômage est au plus bas depuis 25 ans. Le taux de chômage des jeunes au plus bas depuis 40 ans. Le taux d'emploi au plus haut depuis qu'il est mesuré. Parce qu'il y a 2 500 000 emplois qui ont été créés ces 6 dernières années. Parce qu'il y a des réformes qui ont été menées. Si vous ne faites pas confiance au gouvernement, vous pouvez au moins faire confiance à la DARES qui vient de remettre une étude en février qui montre que les réformes qui ont été conduites, et notamment la réforme de l'assurance chômage de 2019, ont amélioré le taux de retour à l'emploi. C'est ça la réalité. Ce taux de chômage historiquement bas qui fait qu'on était à 9,5% de chômage en 2017, qu'on est à 7,5% de chômage aujourd'hui, ça ne tombe pas du ciel, c'est le fruit de réformes. Et donc oui, j'assume de dire qu'on doit poursuivre ces réformes. La France est le premier pays le plus attractif pour les investissements étrangers en Europe depuis 4 ans. Des emplois continuent de se créer, 50 000 créations d'emplois au premier trimestre, là où nos voisins et notamment l'Allemagne sont en récession. Il faut s'en réjouir. Donc une fois qu'on a créé ces emplois et qu'on continue à les créer, avoir un système d'assurance chômage, un modèle social qui accompagne davantage vers l'activité, qui accompagne, qui tend la main, qui forme, qui aide pour arriver à la reprise de l'emploi, ce qui devrait être, je le dis ici, l'objectif que nous partageons tous. Gabriel Attal avance aussi mettre en place un bonus pour les seniors qui pourraient garder une partie du chômage pendant le retour à l'emploi, ou encore impliquer les entreprises avec un bonus-malus sur les contrats courts qui, je cite, a produit des effets, et Gabriel Attal veut le généraliser. Les nouvelles mesures seront prises par décret le 1er juillet pour une entrée en vigueur au 1er décembre. Thomas, est-ce que réduire les droits pour pousser à aller travailler, comme on a entendu là dans le magnéto Gabriel Attal, c'est la bonne méthode ? Alors déjà, il faut vraiment rappeler que cette réforme de l'assurance chômage elle est arrivée en catastrophe au moment où ils se sont rendus compte qu'ils allaient avoir un déficit supérieur au montant qu'ils avaient prédit. Et donc, c'est très clairement une mesure qui est destinée à faire des économies. C'était le cas depuis le début, mais là, elle arrive en catastrophe. Avant même que nous mesurions clairement les effets des anciennes réformes. De manière générale, on sait très bien que plus il y a un contrôle accru sur les chômeurs, plus ça les oblige à trouver un travail, mais un travail qui n'est pas aligné à leur qualification. Donc ils acceptent souvent des travaux qui sont en dessous de leur qualification. La réalité, c'est quoi ? C'est que, et nous l'avons dit dès le début ici, c'est ça qui est bien, c'est que nous l'avons dit dès le début, c'est que toutes les réformes de l'assurance chômage, y compris en 2017, ce qu'on appelait le volet social de la flexisécurité de Macron, ont été conditionnées à des économies. C'est-à-dire que Macron, en 2017, nous annonçait qu'il allait donner des prestations chômage aux auto-entrepreneurs, aux démissionnaires tous les 5 ans, avec cette idée que oui, on peut changer de boulot tous les 5 ans si on veut, et oui, en tant qu'auto-entrepreneur, on a le droit à ces prestations chômage, tout en économisant 10 milliards. Donc on savait que les prestations allaient être plus faibles, et on savait qu'elles allaient être sur des durées moins longues.
Ça, c'était en 2017. Puis, il a supprimé les cotisations chômage des salariés, ce qui affaiblissait la part des salariés dans les négociations autour de l'UNEDIC, et ce qui était une voie vers l'étatisation de l'assurance chômage. C'est ce qui est en train de se passer, et Bruno Le Maire l'a dit. Donc, il ne faut pas être surpris. On a prévenu depuis, alors 2017, ça va faire quand même plus de 5 ans, 7 ans qu'on a prévenu, et c'est en cours. Donc, à la moindre... Alors, je pense qu'il voulait faire cette réforme, mais qu'il ne pensait pas la faire maintenant. Mais comme il y a un problème budgétaire, on retape encore sur les pauvres. Mais le but, en fait, c'est pas de les... Enfin, c'est pas parce que vous supprimez des prestations encore, vous rabotez de quelques mois ou de quelques montants, que comme par magie, des emplois vont se créer. C'est juste que les gens ne vont plus avoir de prestations, donc ils vont prendre n'importe quel emploi, et puis ils vont être radiés du chômage, et là, vous allez avoir un beau chiffre du chômage. C'est ça l'objectif. Cette idée de contrat cyclique, là, qu'est-ce que tu en penses? Contrat cyclique, c'est quoi? C'est en fait, réexpliquons. Le but, c'était de dire qu'il y a un moment, il faut raboter l'assurance chômage en dessous d'un certain taux, parce que ça veut dire que si les gens ne trouvent pas d'emploi, c'est qu'ils ne cherchent pas. Et puis, au-delà d'un certain taux, là, on devient assurantiel. Alors déjà, je tiens à dire que cette idée vient du CAE, avec un économiste en plus de gauche qui est proche de certains économistes qui a été formé, qui a écrit des bouquins, notamment avec Piketty et tout. Je trouve ça scandaleux, moi, ce type de réforme, parce que déjà, on ne prend pas en compte les différences régionales. Enfin, un taux de chômage, il est national. Mais le taux de chômage, par exemple, du 93, ou le taux de chômage d'une ville comme La Courneuve, il est 3 fois plus élevé que le taux de chômage de Paris. Le taux de chômage de certaines régions françaises, 3 à 4 fois plus élevé que le taux de chômage parisien, qui est extrêmement faible, qui est un des plus faibles. Vous voyez, donc c'est quand même... Il y a des disparités régionales dont il faut tenir compte. Il y a des disparités d'âge également. Tu as des taux de chômage qui restent toujours très élevés, comme le taux de chômage des jeunes, comme le taux de chômage des seniors chez nous, qui sont plus élevés que d'autres pays. Donc on ne peut pas prendre une mesure comme ça. Pareil, on est encore une fois, et là les économistes sont un peu comme la Cour des comptes, ils sont dans une mesure comptable et ils ne sont pas au plus proche des réalités. La réalité, c'est quoi? C'est une étude de Pôle emploi qui l'a dit, 90% quasiment des gens cherchent activement un emploi. Donc s'ils n'en trouvent pas, c'est clairement... soit qu'il y a un problème de formation, peut-être qu'il faut les réadapter, soit qu'il faut voir ce qui s'est passé dans leur région, des usines ont fermé, que vous avez des gens de plus de 50 ans et que c'est très difficile à réadapter. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Qu'est-ce qu'on fait? Je vais dire, est-ce qu'on se dit à un moment qu'on va prélever une petite partie de la richesse créée pour leur assurer finalement un revenu de transition et peut-être après la retraite, ou est-ce qu'on se dit que il faut qu'ils aillent travailler et qu'ils fassent n'importe quel boulot à 50, 56 ans, 58 ans? Moi, ma philosophie, c'est qu'à un moment, on peut avoir une petite partie de cet argent que l'on redonne aux gens qui n'ont pas de travail en attendant qu'ils trouvent un travail. Et la plupart des gens retrouvent un travail très, très rapidement parce qu'ils cherchent activement. Il n'y a qu'une petite partie. Et là, il y a d'autres critères à prendre en compte. Ce n'est pas qu'une question de volonté. C'est parfois des gens qui ont des formations très éloignées du travail qu'ils peuvent faire, mais c'est aussi des gens parfois qui sont dans des conditions très difficiles, avec des enfants, etc., dans des situations particulières. Et donc là, il faut les traiter au cas par cas. Il ne faut pas faire une mesure comme ça qui vise à les appauvrir. Là, on a vu que Gabriel Attal était quand même fier de son bilan. Il disait qu'il y avait de l'investissement étranger, qu'il y avait de la création d'emplois, que ça fonctionnait, que ça faisait revenir les gens au travail, valeur travail, etc. Et j'en passe. Avec cette énième réforme, l'exécutif s'attend à ce que 90 000 personnes supplémentaires retrouvent un emploi. Il y a Michael Zemmour, économiste qu'on connaît bien ici, qui a montré que la réforme allait exclure 230 000 personnes de l'assurance chômage chaque mois. Donc là, déjà, on voit que ça ne se retrouve pas. Et que ça va surtout toucher les jeunes, les précaires, les moins qualifiés. Est-ce que toi, tu partages le bilan positif de Gabriel Attal ou pas? Parce qu'il dit, moi, je m'appuie sur la DARES, si vous ne me faites pas confiance, faites confiance aux chiffres. Il faut faire attention parce que la plupart des études qu'on lit, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais après, ce que dit Michael Zemmour est parfaitement fondé. C'est un peu ce qu'on disait avant. C'est-à-dire que quand vous avez des fortes qualifications, si vous réduisez les prestations, effectivement, là, vous allez peut-être chercher plus activement un emploi et trouver tout de suite. Mais ceux qui sont les plus précaires, les moins diplômés, qui ont des situations un peu plus spécifiques avec des gardes d'enfants, en fait, des difficultés à aménager leur temps de travail et leur temps de vie familiale, et eux, ça va être tout simplement une punition. C'est-à-dire que vous leur retirez à un moment des prestations et ils vont trouver un petit boulot à droite et à gauche qui ne leur permettra pas de bien vivre, mais ils sortiront de la statistique du chômage. Vous savez, quand on fait des comparaisons internationales, il y a beaucoup de pays, effectivement, qui sont quasiment en plein emploi. Il y a même l'Italie qui a baissé son taux de chômage. Mais quand vous avez des jobs à 1 heure, vous êtes parfaitement flexible et vous travaillez quelques heures par semaine, vous êtes sorti du chiffre du chômage. Mais vous n'avez pas résolu votre situation de long terme.
En Italie, ils ont distribué des bons à travailler, des bons d'une heure. Ils ont distribué des millions. C'est-à-dire quelqu'un va travailler en fonction de ce dont l'entreprise a besoin. Donc 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Parce que si on distribue des bons à travailler, c'est qu'on n'a pas besoin de quelqu'un pour à plein temps. Donc on le prend comme ça en plus. Et ben ces gens-là sortent du chômage, mais ils sont dans la précarité. Et ils nous amènent à ça, Attal. C'est-à-dire un système qui... c'est ce que voulaient à un moment les Anglais, c'est-à-dire 6 mois. À la fin, on va finir comme ça, c'est-à-dire une prestation chômage moyenne de 500 euros à peu près, en dessous de 500 euros, et une durée de prestation à 6 mois. C'est ce que voulait à un moment le Royaume-Uni. Donc là, c'est très bien, vous aidez quelqu'un 6 mois. Alors, si effectivement vous avez Bac+5, que vous êtes jeune, peut-être 6 mois, c'est suffisant. Et encore, ça dépend de la conjoncture économique. Et si vous avez plus de 55 ans, c'est foutu pour vous, mais c'est plus le problème de l'État. Vous sortez de la statistique et vous avez une belle statistique pour dire, regardez les 5% de chômage. 5% de chômage, mais autour de cette statistique, du halo du chômage, des gens qui sont un pied dans le chômage, un pied à l'extérieur et qui sont précaires. C'est loin du système que nous avions décidé de faire au tout début. Et on va clairement vers un système, mais ça c'était prévu encore une fois à l'anglo-saxonne, et qui va augmenter encore une fois les inégalités et s'appuyer, comme on l'a fait dans le sujet précédent, sur les plus précaires, les plus fragiles, les femmes isolées avec des enfants qui sont laissées par le mari et qui doivent retrouver un emploi et qui vont être au RSA, on va leur obliger de faire des heures ou quoi, un petit emploi et qui vont être licenciés et qui n'auront plus le chômage sur du long terme. C'est ces gens-là qui vont être frappés. C'est pas les gens qui ont fait des Sciences Po, des ENA, qui eux retrouvent toujours facilement un emploi et sont recasés. Il y a autre chose aussi, on dit que ça touche les chômeurs, ça touche en fait toute la société parce que, bon, déjà, tout le monde peut perdre son travail du jour au lendemain, malheureusement, mais il y a aussi le fait que si les conditions au chômage sont très compliquées, très précaires et vraiment rabotées, pour négocier de nouveaux droits dans les entreprises ou négocier son salaire ou faire des négociations avec le patronat, ça va être très compliqué. Si la situation à côté, il y en a 10 qui tapent à la porte. Bien sûr. Mais le but, c'est un petit peu ça. Parce que quand vous retirez toutes les sécurités aux travailleurs, et c'était le cas avec la loi... Il faut voir tout ce qui a été fait quand même. Ouais. Parce que les gens n'en parlent plus. Politiquement, on dirait qu'ils ont oublié. Alors, parce que là, il y a une certaine gauche qui a voté ces lois, qui est en train de renaître. Mais il y a eu la loi travail 1, sous Hollande, avec le PS, le Parti socialiste, où Macron était ministre de l'économie. Il y a eu la loi Macron. Il y a eu la loi travail 2. Il y a eu les 3 réformes sur l'assurance chômage. Elle nous avait dit, à l'époque, Elisabeth Borne, j'étais en débat avec elle, que ça n'allait pas baisser. Ça a baissé, c'était pas le but. Alors ça n'allait pas baisser dans les 2 mois à venir, mais ça allait baisser à terme. Donc on est sur quelque chose qui vise à finalement instabiliser la condition de salarié. Et si elle est instabilisée, tu te vends à n'importe quel prix. Et ça a été théorisé depuis 2016, c'est l'ubérisation de l'économie. Si tu as un travail où tu peux être viré plus facilement et tu as une assurance chômage qui te protège moins longtemps qu'avant, tu as intérêt plutôt à te taire au travail. Et tu n'as pas intérêt à te faire virer parce que tu te dis, et c'était le but recherché par Macron, c'était de désarmer en fait la partie salariale face au patronat. Mais il y a autre chose aussi que j'ai très peu vu passer, c'est que le gouvernement fait toute sa com et toutes ses promesses autour de on n'augmentera pas les impôts, on n'augmentera pas les impôts. On rappelle que le chômage, on cotise tous les mois dessus, c'est pas un don, c'est voilà, on cotise dessus. Mais si on cotise de la même manière et qu'on réduit les droits, un sens dans l'autre, les impôts augmentent, non ? Non, en fait, si tu réduis les cotisations, tu réduis les droits. C'est ce qui se passe. Chaque fois on a commencé à enlever les cotisations chômage au début de Macron, qu'on a remplacé par de la CSG. Puis, il y a eu le Covid, où il y a eu le chômage partiel, qui a sauvé un certain nombre de personnes, et qui a rendu, en fait, déficitaire l'assurance chômage. Et là, ils ont dit, c'est déficitaire, il faut passer la réforme. Ils ont profité de l'assurance chômage, qui avait quand même sauvé des centaines de milliers de personnes pendant le Covid, puisqu'ils ne travaillaient pas, ils étaient quand même rémunérés, ce qui était une bonne chose. Et là, on s'est dit, c'est déficitaire, donc il faut la réformer. Et là-dessus, on a enchaîné ces réformes. Donc, on voit bien que d'un côté, il y a des événements, et ça, nous l'avions dit aussi ici, des événements qui permettent de justifier des réformes. Et là, le Covid, c'est génial. Comme la dette a augmenté, on va pouvoir faire des coupes encore plus sévères en disant qu'on n'a pas le choix. On l'avait déjà vu en 2008. Et puis, vous avez les baisses des cotisations qui ont affaibli le pouvoir salarial de négociation à l'UNEDIC. Parce que maintenant, tu n'as que l'État et les patrons. Donc, à partir du moment où tu n'as que l'État et les patrons, et bientôt, tu n'auras que l'État. Et c'est ce qu'a dit Bruno Le Maire dans une interview. Donc, tout a été fait pour affaiblir l'assurance chômage. Et tout était finalement assez prévisible depuis 2017. L'UNEDIC est l'organisme qui gère l'assurance chômage et qui est en plus excédentaire.
Oui, tout à fait. Et qui est basé en fait sur la légitimité que vous avez. Le patronat a une légitimité d'aller autour de la table parce qu'il paye des cotisations. Les salariés avaient une légitimité parce qu'ils en payaient. Comme elles ont été retirées, ces cotisations, ils ont moins de légitimité. Et donc, on sentait déjà dès 2017, et c'est ce qu'avaient dit les économistes atterrés, qu'on était dans une voie d'étatisation de l'assurance chômage. Mais les gens étaient contents parce que quand tu retires une ligne de cotisation, tu as une différence entre le net et le brut qui a déjà été oubliée quasiment par tout le monde. Mais sauf que là, ils perdent des droits et que c'est très simple maintenant de réformer tout ça. Merci à vous, chez vous, d'avoir suivi cet épisode de l'Instant Porcher. J'attrape une dernière fois votre attention avant de se quitter. La situation politique est inédite, urgente. 2 directs par jour, du terrain, du reportage, mais aussi de l'enquête. Le média, c'est 25 travailleurs et travailleuses qui produisent de l'information au quotidien. Et ça y est, nous nous rapprochons de la TNT. Vous le savez, nous avons déposé le 15 mai dernier notre dossier auprès de l'Arcom pour diffuser sur l'un des 15 canaux TNT remis en jeu pour 2025. Ils viennent de nous informer que notre candidature était recevable. Vous avez bien entendu, notre dossier est suffisamment sérieux pour passer au second tour des sélections. Le média fait partie des 25 candidatures retenues pour être auditionné cet été pour 15 fréquences en jeu. Tout est possible, c'est historique. Jamais un média indépendant et populaire qui n'est tenu ni par l'État ni par un riche actionnaire n'a été aussi près d'arracher un canal aux milliardaires. Nos techniciens, nos journalistes sont prêts. Notre petite équipe n'attend plus que le feu vert de l'Arcom et votre soutien, celui de milliers de citoyens. Sans vous, nous ne pouvons pas imposer un rapport de force. Tout est entre vos mains. Vous pouvez faire un don défiscalisable et permettre aux médias de révolutionner le petit écran sur tnt.lemediatv.fr. Donnez-nous les moyens de créer ensemble la télé libre et engagée du futur, la télé de ceux qui ne la regardent plus. Nous sommes ravis de décrypter l'actualité avec Thomas chaque semaine. Merci pour tous vos pouces en l'air et commentaires qu'on lit sous les vidéos YouTube. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.